Paul Stéphane, de juger le législatif avec les indicateurs de l'exécutif. On veut savoir combien d'écoles ont été créées, combien de ponts ont été faits, est-ce que Cavaillé a bloqué les inondations? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir juger le législatif par des éléments qui devraient appartenir au premier chef, à l'exécutif? C'est parce que c'est le système politique qui nous l'impose. C'est comme ça que je voulais justement arriver à ce système politique qu'on semble malheureusement ignorer lorsqu'on lit cet héritage-là. Vous savez, on est dans un système monocratique où tout se résume à la volonté du président de la République et même où le pouvoir législatif semble être phagocyté. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, c'est comme je l'ai dit, sur le plan de la politique politicienne, c'est-à-dire cette politique qui permet de continuer à rester au pouvoir, son bilan est élogieux parce que jusqu'aujourd'hui, le RDPC contrôle le Parlement, que ce soit la Chambre haute ou la Chambre basse. Le RDPC détient le pouvoir exécutif, ça veut dire qu'il a fait son travail en tant qu'homme politique, ça veut dire qu'il a bien travaillé pour sa chapelle politique. Mais maintenant, en ce qui concerne la République, moi je ne vais pas limiter M. Cavaille à l'extrême nord ou au septentrion. C'était le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Vous n'avez qu'à regarder la situation du Cameroun et la perception que les Camerounais ont de l'Assemblée nationale. Cette perception est transposable au président parce qu'il est l'incarnation de l'institution. Et dans ce système, qu'aurait-il fait? Qui l'a fait avant? Tandemuna, Foncachan, voilà. Les autres. Est-ce qu'on peut faire le procès aujourd'hui de Cavaillé d'avoir été fidèle au système? C'est justement pour ça que je vous dis que on ne peut pas lui faire le procès d'avoir été fidèle au système, mais en même temps, on ne peut pas empêcher à certains Camerounais de penser justement que l'institution parlementaire qu'il a présidée de 92 en 2026, je crois bien, n'a pas atteint les objectifs escomptés à cette institution. C'est quoi les objectifs? Ça veut dire qu'il a fait un choix. N'ont-ils pas légiféré? N'ont-ils pas contrôlé l'action gouvernementale? Ne réduisons pas l'action de légiférer à voter uniquement les lois qui viennent du gouvernement. Ils ne votent pas uniquement, ils examinent la loi. J'ai envie de vous dire que... Mais il n'y a aucune obligation à faire des propositions. Parlant d'obligation, rien n'oblige les députés à faire des propositions. Sauf que l'obligation, c'est de légiférer. Sauf que vous ne pouvez pas me dire que pendant 30 ans, l'Assemblée nationale n'a pas pu constater un problème qui méritait une proposition de loi. C'est aussi quand même aberrant et inquiétant. Vous faites 30 ans et vous ne constatez aucun problème. Ça veut dire que c'est toujours le gouvernement qui constate les problèmes et vient avec les lois. Ça pose quand même un problème dans le fond. Même pas une loi. Je vous dis que la seule loi qui a été proposée, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Oui. C'est pour vous dire que ça pose un problème. Quelle est l'enquête parlementaire aujourd'hui qui, j'ai envie de dire, qui rentre dans les mémoires? On va vous dire que non. La situation, si c'est parce que l'Assemblée nationale avait mené une enquête, ça a abouti à tel résultat et on a révoqué telle personne. On n'a pas souvenance. Il y en a quand même eu. Il y en a quand même eu. On n'a pas souvenance. Donc vous comprenez qu'en fait... C'est pas parce qu'on n'a pas souvenance qu'il n'y en a pas eu. Vous comprenez qu'en fait, c'est légitime pour lui de choisir d'être fidèle à un système. Et c'est aussi légitime pour certains Camerounais de dire qu'il a choisi un système, mais l'institution qu'il a présidée pendant plus de 30 ans n'a pas atteint ses objectifs. Moi, je maintiens ça. Mais sauf que sur le plan de la politique politicienne, non, il a atteint ses objectifs. Et je sors en disant... Mais lorsque vous allez afficher ces 30 ans, dans l'actif, vous retrouverez quand même ces éléments-là, une constitution, un code électoral et beaucoup d'autres éléments. Il y a même eu l'Assemblée nationale qui a amené à la levée de l'immunité parlementaire de certains députés, ainsi de suite, pour ne pas entrer dans les détails. Mais ça entre dans l'actif. Je n'ai pas, si vous me suivez bien, je n'ai pas balayé ça d'un revers de la main. Vous ne l'avez pas non plus souligné. J'ai souligné en disant que ce qui est gênant, c'est qu'en plus de 30 ans, on n'ait pas eu une Assemblée nationale qui soit capable de proposer une loi. Ça dérange quand même. On n'a pas eu une enquête parlementaire mémorable. Par exemple, avec les scandales qu'on a eus pour la CAN, où le président était obligé de venir nous dire qu'il y a eu un glissement, le Parlement aurait pu se saisir de cette affaire. Et pourquoi ne pas exposer ceux qui n'ont pas pu ou ceux qui ont. Stéphane, moi, est-ce qu'il y a eu un vide en la matière? Les institutions chargées de faire les enquêtes ont fait les enquêtes sur toutes ces affaires-là.
Mais sauf que la loi permet également au Parlement... Mais s'il y a déjà eu des enquêtes qui ont été faites avec des conclusions, vous voulez que l'Assemblée fasse encore l'enquête de l'enquête? Elle peut faire des enquêtes et donner des contre-conclusions. Est-ce qu'on ne juge pas l'Assemblée avec les éléments lesquels on devrait juger l'exécutif? Et puis de deux, j'ai un problème, Stéphane. C'est Stéphane qui venait de nous rappeler l'article 2 de la Constitution. La souveraineté du peuple est exercée par le Parlement, le président de la République ou le référendum. C'est toujours dans le même article qu'on vous rappelle que aucune fraction du peuple ne peut l'exercer. Alors, pourquoi je reviens sur tout ça? Parce que nous avons des représentants que nous avons envoyés au Parlement. Ils nous représentent. Ils sont on pourrait dire les juges de l'opportunité. Ça veut dire quand il y a un problème donné, puisqu'ils nous représentent en ensemble, ils ne représentent pas une fraction du peuple. Ils nous représentent tous, inclus les dissidents. Ils nous représentent tous. Alors lorsqu'ils prennent une option, il est quand même assez compliqué et incompréhensible que maintenant, certaines personnes, pour ne pas dire une partie du peuple, se plaignent qu'ils ne font rien. Alors qu'ils prennent des décisions qu'ils jugent avec notre onction, puisque nous leur avons donné cette souveraineté, nous leur avons donné cette légitimité-là. Ils jugent que non, ici, ça ne vaut pas la peine d'introduire ceci. On ne peut pas tout simplement dire que lorsqu'il y a eu Boko Haram, il fallait voter une loi. Il y a eu crise anglophone, comme on dit souvent, il fallait voter une loi. Il y a Covid-19, il faut voter une loi. Il y a Kengate, il faut voter une loi. Mais finalement, il y aura tellement de lois qu'on ne saura pas quoi faire avec. Parce que même ne serait-ce que les structures qui sont en place pour travailler, ou encore les lois qui sont même déjà là. Si on applique correctement ça, je pense que dans tout ce qu'on est en train de dire là se retrouve là-dedans. Parce que là où il y a des tournements, on connaît quand il y a des tournements, quels sont des mécanismes à actionner pour pouvoir suivre les détourneurs. On sait lorsqu'il y a telle chose, on sait qu'est-ce qu'il faut actionner. On ne peut pas quand même leur reprocher de ne pas avoir voté autant de lois possibles. Ça deviendrait finalement quoi? Alors dans notre système, est-ce qu'on n'est pas en train d'imaginer à tort, je veux le mentionner, un Parlement qui fonctionne autrement, c'est-à-dire qui entre pratiquement en rébellion avec tout le système, avec le régime, alors que ce système et ceux qui le dirigent ont la possibilité de dissoudre. Il n'y a aucun exécutif qui peut fonctionner avec un Parlement qui est un caillou dans sa chaussure. Non, absolument pas. Macron a eu la possibilité de dissoudre son Parlement. Il a dissous. Quelle a été la conséquence? Est-ce qu'il a dissous ou pas? Non, il veut dire oui, mais la conséquence a été que de nouvelles élections l'ont encore mis plus à mal au Parlement. C'est Macron. C'est Macron. Il n'a pas le secret pour gagner l'élection. Ici au Cameroun, est-ce qu'il y a, quand un Parlement est presque monocolore, est-ce qu'il y a des possibilités qu'on ait une confrontation entre l'exécutif et le législatif? Je ne pense pas, plus que... Parce qu'on a l'impression que vous vouliez un Kaba et Guédibril qui disent non, régulièrement. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est une élite politique, on représente un peuple quelque part, il faudrait quand même mettre à son article personnel des actions qui justifient de notre légitimité politique. À quel niveau? Aussi bien au niveau où il se trouve en tant que député, mais aussi au niveau de son espace politique, de son territoire politique. Vous voulez qu'on compte les réalisations de Cavaillé dans son espace... C'est les réalisations. C'est les réalisations, vous voulez qu'on les compte? Je ne voudrais pas les... On fera toute l'émission, hein. Mais je voudrais... Jusqu'à demain, hein. J'ai même utilisé... parce que là, c'est un terrain, on va faire toute l'émission. Écoutez, je ne voudrais pas... Moi, je fais des macro-données. Mais si vous êtes Macron, vous ne rentrez donc pas dans sa circonscription, ce n'est plus Macron. J'ai observé ce que la Banque mondiale écrit sur l'extrême nord en 2004. Allons-y. De la Banque mondiale. Allons-y, en 2004. 2000 combien? 2024, je vais dire. D'accord. Je vais lire juste peut-être 2 phrases. Il faut que vous nous direz à quel niveau Cavaillé n'a pas fait son travail. Je vais lire 2 phrases pour que l'élite politique qui représente cette région-là prenne ça comme son bilan. La Banque mondiale dit que bien que la pauvreté urbaine augmente, les inégalités spatiales persistent
la pauvreté monétaire et non monétaire est nettement plus concentrée dans les régions de l'extrême nord, du nord et du nord-ouest. Elle ajoute, en 2021 et 2022, la proportion la plus élevée des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté se trouvait dans la région de l'extrême nord, à 69,2%, suivi de près de la région du nord-ouest à 66,8% et de la région du nord à 61,1%. Ces taux de pauvreté sont environ 3 fois plus élevés que dans le reste du pays, environ 6 fois plus élevés qu'à Douala et à Yaoundé. Tu crois ça? On met l'extrême nord, on met l'est. On dit non, que le taux à l'extrême nord est 3 fois plus élevé que l'est. Et vous croyez à ce genre de rapport-là? Tu remets en question le rapport de la Pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas? Pourquoi est-ce que... Non, Moubarak, les rapports sont faits pour être critiqués. Un rapport qui n'est pas critiqué n'est pas un rapport. N'est pas un rapport. Alors, vous attribuez donc quoi à Cavaillé? Vous attribuez quoi à Cavaillé? Si le rapport de la Banque mondiale n'est pas crédible, quel est le rapport de l'institution? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas crédible qu'il n'est pas critiquable. Il y a un problème même là. Oui. Je vais dire ceci. Nous sommes dans un modèle où on nomme des élites. L'extrême nord, Cabral en a fabriqué certainement beaucoup d'élites. Oui. Est certainement la région qui a le plus grand nombre de membres du gouvernement. Vous vous souvenez du discours de son chef de cabinet, Bouka, voilà. Et qui a accusé justement. Oui. Qui accusait justement les autres ne l'ont pas fait leur travail. Il se dédouanait à ce moment-là. Non, il disait que lui, il a fait son travail et que les autres n'ont pas fait. Et quand il dit lui, il ne parlait pas de lui comme Bouka. C'est que lui, il a fait, les autres n'ont pas fait. Non, là-bas n'est pas le débat. Vraiment, si on va sur les réalisations... Je suis en train de prendre un exemple pour dire qu'en réalité... Il n'a rien fait pour l'extrême nord. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Il a fait les puits, il a fait les choses. Vous êtes en train de dire que lui, il n'a rien fait pour l'extrême nord. Lorsqu'on regarde l'état de la région, on se dit quand même qu'il y a un gros décalage entre l'état de la région et le niveau de ressources. Donc vous demandez donc à Cavaillé que comme il était président de l'Assemblée, il aurait pesé de tout son poids pour orienter le projet à l'extrême nord. Tant pis pour les autres. Mais c'est la logique. C'est votre logique. C'est votre logique. C'est la logique. C'est votre logique. C'est pas vrai. Est-ce que Voumeka ou Miyome Sala c'est un paradis aujourd'hui? Est-ce que Miyome Sala est un paradis aujourd'hui? Est-ce que la région du Sud est un paradis aujourd'hui? Si vous dites que c'est la logique gouvernante. Quand estime que quelqu'un a été au ministère de l'économie et n'a pas pu faire la route qui mène Garoua, Ngandele-Garoua, et qu'en même temps, un ministre de l'économie qui est de l'Ouest, vous êtes de la même classe que Bouka. Je ne suis pas de la même classe, mais je suis en train d'utiliser le logiciel pour analyser le réel politique. Non, est-ce que tu es convaincu de l'analyse de la perception de Bouka? Mais bon, est-ce que c'est son logiciel? Il était sur le terrain. Non, il est là dans le discours politique. Et vous épousez ça. Il est là dans le discours politique. Je ne pas ce logiciel en tant que personne, mais je dis que je les analyse parce que ce sont les acteurs qui les utilisent. Mais votre argument, allant chercher les statistiques de la Banque mondiale, c'est de dire que Cavaillé n'a rien fait ou n'a pas fait suffisamment, alors qu'il a été deuxième personnalité. N'a pas suffisamment travaillé pour faire décoller. Il est quand même celui qui incarnait l'ensemble des élites, puisque c'était le premier. Est-ce que le projet de développement, est-ce qu'il gérait un projet? On est politique sans projet de développement. Quand on va se faire élire député, qu'est-ce qu'on dit à la population? Alors, merci de revenir sur cette question-là. Que vous avez éludé tout à l'heure lorsqu'on parlait du rôle du député. Quand on parlait du rôle du député, vous avez rejeté cette possibilité. Vous savez, aujourd'hui, quand on est élu, on oublie ça. D'accord. Voilà le rapport. C'est pas moi qui le dis. Mais il ne faut pas que Moubarak dise quelque chose et son contraire. Si Cavaillé a créé des élites à l'extrême nord, aussi nombreux que vous l'avez si bien rappelé, ça veut donc dire que le développement de l'extrême nord n'incombait plus tout simplement à Cavaillé Kejibri, parce que lorsqu'il y a plusieurs élites, c'est pour que chacun à son niveau puisse faire quelque chose. Déjà, ça, ne serait-ce que ça. Moi, dans ma première prise de parole, j'ai parlé de l'établissement d'une liaison entre la région et l'État central. On ne devrait même pas renfermer Cabral à la région. Cavaillé à la région. À la région, voilà. Parce que c'était le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Je suis dans une lecture minimaliste. C'est-à-dire que j'essaie même de... Non, à ce niveau-là, on va se gourer. Et on va sortir. On ne va plus parler du chef de l'institution. Je crois que Cavaillé était le président de l'Assemblée nationale. Et je crois qu'on gagnerait plus à... Je suis encore d'accord qu'on reste sur les lois.
les lois et la dynamique de l'Assemblée nationale pendant les 34 ans. Quelles ont été les réussites, quels ont été les échecs de l'Assemblée. Et moi, je suis... Oui, là, je suis d'accord. C'est vrai qu'en termes d'héritage, allez, bon, tes échecs sont trop cités. Mais je voudrais quand même penser que l'Assemblée nationale, j'ai dit de manière globale, qu'on le veuille ou pas, ils ont contribué. Mais la question était de savoir si on n'est pas en train de rêver d'une Assemblée nationale qui n'est pas même la nôtre. Contexte. Oui, voilà. contexte. Qui n'est pas on connaît bien le contexte. Hein. On connaît bien. On connaît le contexte. Voilà. Vous avez le contexte. On est dans un système super présidentiel. Votre assemblée dynamique, c'est celle qui signe les motions de censure. Vous voulez... Non, mais alors... Et c'est là... que moi je demande toujours à Stéphane, si l'Assemblée se résolvait à signer les motions de censure, c'est que aucun gouvernant ne se battrait pour avoir la majorité. Voilà, Macron qu'on a cité tout à l'heure a les problèmes en France parce qu'il a perdu la majorité. Et effectivement, c'est ce que ça veut dire. Parce que lorsque vous perdez la majorité, ça veut dire que votre projet, même votre programme politique, votre projet de société ne convainc plus. Donc automatiquement, vos projets de loi ne doivent même plus passer. Votre façon de faire, l'exécutif ne correspond, ça ne doit plus marcher. Et automatiquement, on doit se retrouver dans le vote de censure. Mais quand vous avez la majorité, ça veut dire que le peuple majoritairement représenté se reconnaît dans le programme politique qui est en train d'être mené. Et cela explique bien pourquoi est-ce que ce sont les projets de loi qui passent le plus. Et les projets de loi, je voudrais également dire ici que on aime souvent interpréter un projet de loi comme une chose qui est créée juste dans un bureau. Le projet de loi, c'est aussi l'émanation du peuple. C'est les enquêtes qu'on recueille auprès de populations qui font monter un projet de loi. Donc le projet de loi peut être monté sans vous et vous vous retrouvez à l'intérieur. À telle enseigne que vous ne trouvez plus pourquoi vous devez proposer un autre. D'accord. Mes condoléances à la famille de Sa Majesté de Mada. Le grand souvenir que je retiens de lui, c'est qu'on a organisé le méga meeting en faveur du chef de l'État Paul Biya pour l'élection présidentielle 2025 où j'ai été porte-parole des partis politiques du Grand Nord nommé G8. Aujourd'hui, le RDPC a perdu un Baoba qui était fidèle à Paul Biya, qu'il n'a jamais trahi et qu'il repose en paix. Merci, c'est le président national de la NPC, fils de l'extrême nord, Amadou Aminou. Monsieur le président, merci pour cette contribution. Bonjour Gigi Z et à tout ton panel. Je suis désolé de constater que Cavaillé a servi un homme et non la nation. Et les projets d'un homme ne sont pas toujours bons pour toute une nation. Didier, on verra comment faire dissocier tout cela tout à l'heure. Dans un exercice assez compliqué, Jean-Jacques et à tout le panel, je souhaite dire à M. Feudieu que l'héritage ne saurait non plus se rapporter au seul bien. Il peut aussi avoir des dettes. Et ça a été dit ici, si vous laissez votre héritage de véhicules à 100 millions de francs de dettes, nous parlerons plus de cette dette que de la seule voiture jolie Minko à 100 millions. C'est votre angle. Vous choisissez de parler plus des dettes que des réalisations positives. C'est votre angle. Vous êtes d'accord. Merci, je veux bien lire ça parce que j'aime bien ce genre de message. Attaque à toi, comme on dit au quartier. Bonsoir, monsieur Zé. Vous êtes la honte pour le journalisme car votre parti pris frise le ridicule. Vous êtes tout sauf modérateur. Autant mieux te présenter comme militant du RDPC. Ce serait bien ainsi que de passer tout le temps. Il dit quoi? Ah, c'est depuis à Bombang, c'est même un frère en plus. Non, c'est fini. Que c'est un mauvais journaliste. Il voulait régler seulement son compte. Ouais, c'est fait. Mon frère, j'ai pris la balle. J'ai le cardio. Non, j'ai le cardio. Surtout quand ça vient d'un frère. J'ai le cardio, mon frère. Envoie encore l'autre message, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, c'est aussi ça la télévision de proximité. Alors, bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous les panélistes. Concernant l'héritage politique de Cavaillé et Guédibril, il convient d'analyser 3 axes majeurs. D'abord, la sanctuarisation
de la stabilité parlementaire par une présidence garante de la continuité républicaine. Ensuite, l'institutionnalisation d'une fidélité politique absolue comme doctrine de cohésion. Et enfin, le défi du renouvellement générationnel qu'impose sa longévité exceptionnelle. Au-delà de l'homme, son legs interroge surtout la capacité de notre parlementarisme de consensus à s'adapter aux mutations démocratiques actuelles. Bodjo Aurel Mesmin, enseignant depuis Douala. Merci Mesmin d'envoyer ce message. Bonsoir. Vraiment, le monsieur du RDPC, là, vraiment, il faut qu'il arrête un peu de couper les gens dans leurs paroles, car il ne dit même rien de bon. D'accord, Henri de Siméon, c'est ton angle. C'est ça qu'on dit, c'est ton angle. Tu choisis ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu jettes. C'est ça le droit absolu. Et ça, on le respecte ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce qu'on n'est pas en train d'ignorer le contexte? Lorsqu'on parle du Parlement camerounais, on est en train de définir un régime qui serait différent de nos régimes. Non, on n'ignore pas le contexte. Parce que je l'ai dit ici qu'en vérité, il faut tenir compte du système dans lequel Kavaï a travaillé. C'est vrai qu'on va vous dire dans la pratique juridique, ou alors les juristes vont vous dire qu'on est dans un état où les pouvoirs sont séparés. Mais quand vous analysez politologiquement, vous vous rendez compte que les pouvoirs ne sont véritablement pas séparés au Cameroun. Oui. En réalité, le pouvoir exécutif, si je peux utiliser cette expression, mange tous les pouvoirs au Cameroun. Du coup, il devient difficile pour un président de l'Assemblée nationale de pouvoir manœuvrer à sa guise. On a eu l'impression qu'il était aussi corvéable. Justement. C'est pour ça donc que les passifs de l'exécutif deviennent implicitement les passifs du pouvoir législatif en réalité. Et c'est donc ça qu'il faut amener les gens à comprendre. C'est pour ça que je vous dis que sur le plan politique, on n'a rien à dire à Kavaï. Il a fait parfaitement son travail parce que l'une de ses missions également était de permettre au RDPC de conserver son pouvoir. Et il a correctement fait. Mais maintenant, est-ce que cette conservation du pouvoir satisfait le citoyen lambda? C'est là où justement son héritage commence à devenir problématique. Parce que le citoyen lambda va vous répondre naturellement que je ne vois pas ce que l'Assemblée nationale m'a véritablement apporté. Et ce bilan est intrinsèquement lié à celui qui était le président. Et c'est là où justement c'est à ce niveau que son héritage devient questionnable. Moi je refuse de renfermer Kavaï au niveau de l'extrême nord. Oui. Il faut sortir des logiques communautaires en vérité. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut sortir des logiques communautaires. Quand on vous a nommé ou quand vous êtes élu, vous êtes là pour travailler pour le Cameroun. Donc moi je fais une appréciation par rapport à la situation générale du Cameroun. Est-ce que l'Assemblée nationale a véritablement produit les résultats que les Camerounais attendent d'une Assemblée nationale? Non. Est-ce que... C'est un Camerounais, il faut relativiser aussi. La plupart des Camerounais. On n'a pas encore fait un sondage. La plupart des Camerounais. Maintenant, on n'a pas fait un sondage. Est-ce que l'Assemblée... Est-ce que c'est le système? Oui. Parce que si on élude ou alors on met de côté le système, ce ne serait pas une analyse juste. Donc je dirais simplement que Kavaï a pu faire ce qu'il a pu faire dans un système. Et il a décidé justement d'être fidèle et loyal à un système. Et c'est à chaque Camerounais maintenant de pouvoir prendre, j'ai envie de dire quoi, de choisir son angle comme vous avez dit, et d'apprécier son héritage. Mais moi, j'appartiens donc à la classe des Camerounais qui pensent que sur le plan de la politique républicaine, ce n'est pas trop ça en termes d'héritage, mais sur le plan de la politique politicienne, parce qu'il faut savoir qu'il savait manœuvrer. C'est un très grand héritage. Et pour les hommes politiques même, les hommes politiques doivent apprendre à copier ce Kavaï. Parce qu'il faut rappeler ici que la particularité du Parlement, c'est qu'on organise une élection chaque année. Je ne suis pas sûr que même Paul Biya pouvait gagner une élection chaque année. Mais Kavaï a pu le faire pendant plus de 30 ans au Parlement. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des leçons que les hommes politiques peuvent prendre chez ce dernier, parce qu'il n'est pas évident de venir à chaque session de mars pendant plus de 30 ans et remplir une élection, même quand on a la majorité. D'accord. Est-ce qu'on n'a pas eu le temps, dans cette trajectoire de Kavaï, de s'arrêter sur quelques épisodes marquant les propos d'un homme sur la corruption?
sur les détournements des deniers publics, sur les faits qu'on appelle les gate-gate. Il a dit un mot là-dessus. On se souvient encore de l'affaire, la création de Camerco, qu'il trouvait ridicule. Et il a dit à l'Assemblée, chacun de ses discours avait toujours des éléments précis. Et il allait jusqu'à la dernière scène où il a sorti le stylo pour donner à son ami. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut tenir compte du système. Cavaille, quand vous analysez l'individu hors du système, vous allez comprendre qu'il y avait certaines choses dont il n'était véritablement pas d'accord, mais par loyauté. Oui. Parfois, il se pliait, parce que quand on prend même la dernière scène en réalité, vous vous rendez compte qu'il n'est pas d'accord avec le fait que jusqu'à présent, on n'est pas quelque chose qui répétait, peut-être qu'il a juste ajouté le stylo. Exactement. Mais en 2018, déjà, il était exactement. allé dans ce Donc, vous sens-là. comprenez que il manifeste, il dit au président de la République qu'il faut faire un remaniement ministériel. Faut bouger. Mais sauf que il est un individu dans un système, il ne peut pas changer tout le système. Il est solidaire au système. C'est un choix qu'il a fait. Oui, c'est un choix qu'il a fait. Il a été solidaire à un système, même si parfois, dans ses prises de position, vous vous rendiez compte que parfois, il n'était même pas d'accord avec ce que le système proposait. Mais sauf que c'est aussi ça quand on a décidé de militer au sein d'une formation politique. Et j'ai l'habitude de le dire, pour des militants qui appartiennent à un parti politique et qui critiquent ce parti politique, en réalité, en politique, quand on n'est plus d'accord avec une idéologie, on démissionne. C'est clair, c'est clair. On ne peut pas appartenir à une organisation et critiquer la dite organisation. Donc, vous voyez que par loyauté et fidélité à une idéologie, il est donc obligé, j'ai envie de dire quoi, d'être comptable de ce système-là parce qu'il a choisi de servir ce système. C'est vrai que j'aime votre question parce que vous avez posé une question, celle de savoir si on n'est pas en train de juger l'héritage de Cavaille en fonction de ce qu'on souhaiterait que le Parlement soit au Cameroun. Ouais. Effectivement, c'est ce que le Parlement devrait être. C'est donc dans la logique du devrait être qu'on analyse justement l'héritage de Cavaille. Mais compte tenu du système politique dans lequel il a évolué, on ne peut pas totalement dire que son héritage est négatif. Moi, c'est ce que je voulais faire comprendre aux Camerounais. Bonsoir. Kavaïgué a été à la tête de l'Assemblée nationale. Il a fabriqué des élites dans l'extrême nord. Voilà ce qu'on peut retenir. Le seul problème qu'il a eu, c'est la capacité de pouvoir fédérer les énergies de ces différentes élites. Et ça s'est creusé au fil du temps quand même. C'est le russe depuis Yaoundé. Bonsoir. Votre frère... non, mon frère, ça va comme ça. Laisse-moi continuer mon émission. On va faire la paix après. Je ne lis plus le message de réconciliation là maintenant. L'héritage de Cavaillé Guédibril a été le service qu'il a rendu à un homme et non la nation camerounaise. D'ailleurs, la plupart des députés ne sont pas là parce que c'est le peuple. Non. C'est innocent. Tchemouza, depuis Bonabéry, il dit, a été le service qu'il a rendu à un homme. Peut-être que c'est aussi ça qui a été dit en d'autres termes sur ce plateau. On va aller vers la fin de ce programme pour parler des derniers actes quand même de Cavaillé sur la scène politique nationale. Le meeting de Marois, où les partis qu'on a suivis étaient un appel à la mobilisation, envoyez les enfants à l'école. Il a martelé plusieurs fois, c'est quand même un message très important dans cette partie du pays. Il a voulu faire le procès, n'avoir pas aidé au développement de l'indice humain. Lorsque vous soulevez ce meeting, je voulais même effectivement en parler, il le dit avec beaucoup de difficultés, mais il dit envoyer les enfants à l'école. La réalité, c'est amener les écoles auprès des enfants pour que les enfants puissent aller à l'école facilement. D'abord, le principe, envoyer les enfants à l'école. Oui, mais je veux dire que... Parce qu'il y a des gens qui ont fait 60 km à pied pour aller à l'école. Donc, il demande qu'on ramène les écoles auprès des enfants pour faciliter l'accès à l'éducation. Il était dans une forme de plaidoyer au regard de l'état de la région où il se trouve. Donc, moi, je me dis qu'il a fini par comprendre qu'il était important de relever le niveau de la région. Le niveau du septentrion en général, mais particulièrement le niveau de sa région où il était la première élite. Il était important de relever un certain nombre de choses, ce que j'ai tout à l'heure cité. Donc, il s'était inscrit dans ce plaidoyer-là peut-être à la fin de son parcours politique, Dieu n'ayant pas voulu qu'il puisse continuer. Bon,
Mais cela ramène à ce que je pense fondamentalement. Je pense qu'il faut changer, Jean-Jacques, le modèle actuel. Parce qu'on est dans un modèle élitiste qui, à travers l'équilibre régional, distribue des élites dans un certain nombre de régions et espère que la présence de ces élites-là suffit pour que le développement puisse arriver et satisfaire tout le monde. On a vu avec cette région-là que la présence massive des élites ne suffit plus et qu'il faut nécessairement changer le logiciel et adopter peut-être ce qu'on peut plutôt penser comme une manière de distribuer plutôt le budget d'investissement, redistribuer de manière équitable les moyens de développement à l'ensemble des territoires, de sorte que le même niveau de développement à l'extrême nord soit le même qu'on puisse vivre, bon, disons même pas à Douala, à Yaoundé, mais peut-être à Edea, peut-être à Bafam ou à Fouman. C'est-à-dire qu'on essaie de ramener le pays dans une forme de moyenne nationale pour tout le monde, quitte à ce que quelques villes, peut-être parce que côtières, peut-être parce que plus anciennes que d'autres, se démarquent, mais qu'il n'y ait pas des gaps extrêmes entre une région et une autre. Voilà mon problème. C'est-à-dire qu'on doit forcément quitter le modèle élitiste, qui pense que en mettant en vue, en avant des élites, une pléthore des élites dans une région, on résout le problème de la région. Ça n'a pas montré que ça ne peut pas être comme ça. L'élite n'est pas forcément comptable de ce qui se passe sur le territoire. C'est-à-dire que même si on est dans une constitution où on veut rendre l'élite comptable, techniquement, rien ne le lie à la région, puisque l'élite est l'élite de la nation. Mais il faut maintenant rentrer dans un modèle qui va permettre qu'on distribue dans chaque région, dans chaque partie du territoire national, des mêmes moyens. Que l'enfant qui est à Ngelmendouka, celui qui est à Edea, celui qui est à Kolofata, soit à peut-être 2 ou 1 kilomètre de l'école. Là, ça fait qu'il La question est là, la réponse est là. Comme René Zengele l'avait dit au sortir du grand dialogue national, tout ce que vous évoquez là est dans la Constitution et dans la mise en œuvre de la décentralisation. On parlerait moins de l'élite. Si la décentralisation est effective, l'école pourra arriver plus facilement auprès des... L'hôpital arrivera plus facilement, on ferait l'avantage. Il faut qu'on fasse tout pour déconcentrer le développement dans nos milieux urbains. Et c'est ça le problème de l'exode rural. Vous arrivez à Dembo, moi j'y étais, Dembo c'est à 60 km de Garoua. Pour aller de Garoua à Dembo, si ce n'est pas le samedi qui est jour de marché, vous allez à moto et vous payez 7 000 aller, 7 000 retour, 60 km. Vous arrivez à Dembo, donc vous discutez avec des femmes. Et une d'elles me dit, mon fils, ici à Dembo, quand il pleut beaucoup, les pluies arrachent nos cultures, la famine nous guette. En seconde sèche, il fait tellement chaud que les cultures sont brûlées. Donc, on est dans une forme d'enclume là où on ne sait pas ce qui va changer. C'est-à-dire, on va tout petit à petit vers la famine. Et en réponse à cela, on brandit une élite, on brandit une élite, on brandit une élite. Est-ce que l'élite va apporter une solution au changement climatique dans ce territoire, dans cette commune? D'accord. Alors, on sort par là. Est-ce qu'un nouveau parlement est possible? Tous les présidents qui se sont succédés à l'Assemblée nationale ont pratiquement eu le même fonctionnement, peut-être parce que Cavaillé a mis plus de temps que les autres. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un autre parlement, peut-être une institution forte, de votre point de vue? Non, avec le système actuel, j'ai envie de vous dire que ce serait le même bilan. En réalité, il faudrait d'abord que le système en lui-même change. Parce qu'il ne faut pas faire une analyse hors du système, parce que le Parlement appartient à un système politique. Ça veut dire que pour qu'on ait un Parlement différent, il faudrait qu'on ait un système différent. Donc, je pense que peut-être avec les perspectives d'alternance qui se dessinent et se profilent à l'horizon, on pourrait avoir un Parlement qui serait différent dans les prochaines années, parce que chaque philosophie est fille de son temps. Donc, espérons que la philosophie politique du Cameroun change dans les prochaines années. On va vous dire merci, monsieur, d'être venu. Un dernier mot là-dessus, sur cette projection d'un autre Parlement, un autre genre. Je pense que c'est possible. Tout est possible. Parce qu'il faut quand même qu'on retienne qu'on est aussi en train de finir un cycle. J'ai l'habitude de dire qu'on le veut ou pas, nous sommes un jeune État. Devenu indépendant. Mais en 1960, ce n'est pas trop. Et au fur et à mesure que le temps passe, on essaie de se moderniser. L'exemple, il n'y aura plus, ça je peux le dire, cette longévité exceptionnelle de Cavaillé à l'Assemblée nationale, il serait difficile d'avoir encore parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé. Mais, puisque je ne peux pas sortir sans résumer pour dire vraiment
Kaval fut un modèle d'engagement public. Et je crois que sa loyauté, c'est l'une des choses qu'il laisse, n'est-ce pas, à sa progéniture, à son derrière, comme on le dit de manière triviale. Parce que c'est un modèle oui, de loyauté. Oui. Alors, non, moi j'ai entendu. Il ne s'est jamais placé devant. Vous vous rendez compte que si on veut... Moi j'ai entendu beaucoup de gens dire ici qu'il a plus servi un homme que servi l'État. Je ne sais pas, on n'a pas assez de temps. Mais lorsqu'on reviendra prochainement, je ne sais pas si quelqu'un pourrait me faire la bonne différence entre l'homme et l'État. Parce que quand on dit l'homme Paul Biya, c'est même celui qui s'est dilué en État, c'est lui-même l'institution, l'État. Et même nous qui sommes ici en ce moment, c'est lui que nous servons là. Parce que c'est lui qui nous représente tous. Alors donc, quand on essaie de voir tout ce que Kavaigé a géré, même dans sa propre région, parce que je peux quand même le dire, qu'il a laissé, même sur le plan politique, il a laissé beaucoup d'héritiers, que peut-être vous pourrez bien découvrir dans les jours qui viennent, et fait beaucoup de choses pour ces régions qu'on veut présenter, que la Banque mondiale veut présenter pauvres. Souvenez-vous, la bataille qui s'est passée ici avec la création de l'école normale, et les conditions par lesquelles on a réussi à faire réintégrer, bref, c'est pour ça que j'ai dit au départ qu'il a réussi à établir une liaison entre la région et l'État central sans entrer dans les détails. Donc, nous disons qu'il a fait son temps. Merci nous Benoît. saluons sa mémoire. Merci François Sémet en direct sur la page Facebook. Bonsoir au plateau et merci pour ces analyses. Merci monsieur. Le risque était là. Comment tenir ce programme sans manquer de respect aux morts. Et je vais vous dire bravo, parce qu'on a réussi à le faire, à rester sur les éléments purement techniques, en gardant ce qui est cher, le respect aux morts. C'est pour ça que mon frère, d'un moment, n'a pas compris pourquoi je faisais le coup d'épaule à certains lorsque je sentais que la frontière peut être franchie. Il fallait veiller à ce qu'on ne franchisse pas cette frontière-là. Et monsieur, vous l'avez fait avec brio. On vous dit grandement merci. Prochain rendez-vous demain avec Stéphane Mbarga à 17 h. Nous, on se retrouvera dimanche dans le cadre du programme Libre Expression. Merci de rester fidèles à Info TV. Très bonne soirée à tous.